bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intégration continue et de couverture de test. Et on va utiliser deux outils pour ça j'aime particulièrement et que je souhaitais partager avec vous. Il ne s'agit pas tellement de technologie Salesforce, mais c'est vraiment des outils extrêmement pratiques. GitHub Actions et CodeCov. Alors bon, comme je suis un employé Salesforce, je dois quand même vous faire donc cette magnifique slide qui est ce qu'on appelle le forward-looking statement. Ça veut dire qu'on est une société cotée en bourse et que du coup il ne faut pas baser vos décisions d'achat du produit, donc Salesforce, sur ce que je vais dire dans cette présentation. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas parler tellement des produits Salesforce, je vais surtout parler de deux autres produits qui ne sont pas fournis par Salesforce, GitHub Actions et CodeCov. Alors, voilà de quoi on va parler. Je vais présenter en français, mais les slides sont en anglais par contre. On va parler d'abord de faire un petit point de synchro pour s'assurer qu'on est tous à peu près au même niveau sur les concepts fondamentaux. Donc, je vais vous parler de deux choses en particulier. Je vais vous faire un petit rappel sur des fondamentaux, le concept d'intégration continue et ce que c'est que la couverture de code. Et après, je vous parlerai des outils en particulier. Donc je vais passer un peu plus de temps à parler de GitHub Actions que ce que je parlerai du deuxième outil qui est le CodeCov. Je vous donnerai un peu les concepts et les clés. Et ensuite on finira avec une dernière partie où je vous montrerai comment ces deux outils, donc GitHub Actions et CodeCov, peuvent servir à faire de l'intégration continue dans le cadre d'un projet Salesforce, donc avec notamment Salesforce DX. Voilà. Alors allons-y pour commencer, un petit rappel sur les concepts. Je voulais commencer par vous parler un peu de ce qui est l'intégration continue. L'intégration continue, il existe plein d'outils et en fait je ne vais pas tellement parler juste de comparer les outils ici, je vais juste vous parler en fait du concept de base. L'idée de l'intégration continue en fait ça consiste à automatiser un certain nombre de tâches dans le développement logiciel. En particulier les tâches qui sont liées autour du build, donc assembler les ressources du projet et alors si on était sur un projet qui était compilé sur une machine, ça serait le cas, ou alors préparer un projet pour qu'il soit livrable. Et on y associe aussi généralement le fait de faire tourner des tests. Alors il peut y avoir différents types de tests, que ce soit des tests unitaires donc le plus bas niveau, jusqu'aux tests d'intégration, où on va tester si notre logiciel interagit avec d'autres logiciels. Et tout ça, donc ça va s'intégrer à l'intégration continue. Et en grosso modo, peu importe les outils et les technologies, il y a 4 grandes étapes dans l'intégration continue. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les sources de notre projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le concept d'intégration continue, généralement, c'est fortement associé avec de la gestion de version. Donc, peu importe l'outil d'ailleurs de version qu'on utilise, que ce soit Git, CVS, SVN, enfin, peu importe la technologie, l'idée c'est que d'abord, on va commencer par récupérer les sources de notre projet qui sont sur un système de gestion de version. Ensuite, on va prendre ces sources et on va donc les construire, enfin, builder, et on va les déployer sur un environnement de test. Un environnement de test, par définition, quand on fait l'intégration continue, c'est un environnement qui est jetable et qu'on monte à la volée. C'est-à-dire qu'il n'existait pas avant de lancer ce qu'on appelle un job de CI, un cycle d'intégration continue. Donc on va déployer notre projet sur cet environnement et on va faire tourner des tests ensuite. Une fois que les tests sont finis, justement, on va se débarrasser de cet environnement de test et on va mettre à jour un statut. Est-ce que le build a fonctionné? Est-ce que les tests ont une bonne couverture? Est-ce que notre projet est propre? Et l'idée, c'est qu'en fait, toutes ces étapes-là qu'on fait déjà manuellement dans le développement logiciel, avec un outil d'intégration continue, on va les automatiser. Et là où ça devient puissant, c'est qu'en fait, tout ça est automatisé à partir du logiciel de gestion de révision. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va modifier notre code source dans notre outil de révision, donc que ce soit Git ou autre, on va déclencher cette chaîne automatique d'intégration continue. Et c'est continu dans le sens que ça tourne tout le temps, tout seul. On n'a pas besoin de se soucier de faire tourner les tests manuellement, ils vont tourner de façon automatique. Voilà. Ça, c'est juste une étape, l'intégration continue, dans une chaîne qu'on appelle le développement continu. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin, on peut après ajouter ça à la livraison continue et le déploiement continu. Alors vous verrez qu'avec GitHub Actions, on peut faire beaucoup plus que l'intégration continue. Je vais surtout me focaliser ici sur l'intégration continue. Mais on peut, en rajoutant des étapes, on peut arriver jusqu'à un déploiement continu si on veut. Alors l'autre point que je voulais aussi couvrir donc, dans les concepts fondamentaux, c'est la couverture de code. On soit à peu près tous au même niveau sur la compréhension de qu'est-ce que c'est que la couverture de code. Alors la couverture de code, en fait, à la base, c'est juste en fait, un chiffre, un pourcentage, qui décrit en fait à quel point on a couvert le code de notre projet par des tests. C'est-à-dire, en fait, on va chercher en fait, à savoir les nombres de lignes qui seront exécutées par notre code de test. On va le diviser par le nombre total de lignes de code de notre projet et on va faire un petit multiplié par 100 pour arriver à un pourcentage. Ça, c'est une mesure, un pourcentage. Maintenant,
quand on parle de couverture de test, on a aussi d'autres choses qui viennent s'ajouter qui sont extrêmement pratiques et c'est plutôt ça qu'on va chercher, c'est pouvoir identifier de code qui n'a pas été testé. Le pourcentage en soi ne nous dit pas quel est le code qui n'a pas été testé, on a juste une idée du volume, mais ça ne nous dira pas quelles lignes n'ont pas été testées. Par contre, avec un outil de calcul de couverture de code, on va avoir moyen de visualiser les parties de notre code qu'on aurait pu oublier de tester. Alors si je vous donne un petit exemple ici, on a un petit bout de code tout bête qui fait une addition entre deux chiffres et qui va nous faire deux actions différentes si on a un résultat qui est positif ou négatif. Du coup, pour tester complètement cette fonction-là, il nous faudra en fait deux tests. Et quand on fait de la couverture de test, par exemple, si on exécute le cas numéro 1 avec variable a égale 1 et variable b égale 2, on aurait couvert 50% de notre code. Si on vient ajouter ensuite à ça le cas de test numéro 2, on aurait ensuite 100% de couverture de code. Alors c'est difficile pour moi, désolé de le dire en français, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, donc l'idée c'est que c'est ce qui a de la valeur, c'est finalement de se rendre compte de ce qu'on aurait omis de couvrir en fait par nos tests. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que cette couverture de code, c'est en fait c'est une mesure de quantité, c'est pas une mesure de qualité. Ça ne vous dira pas en fait si vous avez des tests qui sont redondants, si vos tests sont bien écrits ou pas. Donc il ne faut surtout pas prendre ça comme une mesure de qualité. Par contre, effectivement, il vaut mieux que votre projet ait déjà de base un certain niveau de couverture de code. Alors, vous connaissez probablement tous, notamment ce qui est un peu un incontournable, on va dire, pour les développeurs Salesforce, c'est la fameuse couverture de code de 75% pour l'Apex. Et vous savez tous que cette couverture de test, c'est un chiffre, et donc du coup, que ça veut dire qu'on peut écrire un peu n'importe quoi pour ce qui est des tests. Ça ne garantit pas, malheureusement, de la qualité des tests. Donc je tiens bien à le rappeler, c'est une mesure de quantité, mais pas de qualité. Et donc cette couverture de test, en fait, on la mesure surtout dans les projets Salesforce par rapport à l'Apex, mais on peut aussi l'établir pour d'autres technologies comme Lightning Web Components. Et donc dans cette présentation, je vous parlerai aussi de couverture de code pour ce qui est de Lightning Web Components. Voilà. Et on utilisera codecov.io pour mesurer tout ça. Donc voilà un peu pour les concepts de base. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous parler un peu de GitHub Actions. Ça, c'était vraiment pour moi la révélation de ces derniers mois. C'est assez récent et c'est franchement révolutionnaire dans le sens que ils ont introduit chez GitHub vraiment un paradigme vraiment très différent de la façon dont on faisait de l'intégration continue. Alors je sais pas si nombre d'entre vous ont déjà essayé de créer un projet, de mettre en place une intégration continue à partir de rien, mais en général c'est une tâche qui est assez ardue. Pour créer un nouveau projet, on passe une énergie folle alors qu'on n'a pas encore écrit une ligne de code vraiment à déployer les outils et à les mettre en place. Et vous allez voir que GitHub Actions, c'est vraiment différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose de vraiment simple et efficace. Ils ont créé en fait un système, un outil qui permet d'automatiser, de personnaliser et d'exécuter des tâches autour du développement logiciel directement à partir d'un repository GitHub, donc un repository Git. Et ce qui est révolutionnaire là-dedans, en fait, c'est que tout se fait en fait uniquement par le biais de fichiers texte, des fichiers de configuration qui s'appellent des fichiers YAML, c'est le format qu'on utilise. Et en fait, on va faire tout ça dans ces fichiers texte. Ça veut dire en fait qu'on va gagner énormément de temps, on va pas passer notre temps à cliquer de partout, on va juste en fait prendre un template de base et on va pouvoir l'adapter. Donc grosso modo, si vous avez un repository que vous avez vu qui fonctionne, avec des tâches d'intégration continue qui vous intéressent, et bien il vous suffit juste de copier ces fichiers de configuration, de les mettre dans votre repository à vous, et vous allez déjà pouvoir avoir une bonne base pour partir. Vous n'aurez pas besoin de configurer trop de choses. Et la puissance aussi de GitHub Actions aussi, c'est qu'ils ont prévu en fait que leur système soit complètement modulaire. Vous allez voir qu'en fait il y a un système d'actions donc qui est modulaire et on peut venir piocher des actions et en injecter des nouvelles. Et ça se fait à partir de code. On peut créer en fait des bouts de code qui vont s'intégrer dans la chaîne d'intégration continue. Alors, je parle d'intégration continue ici dans le cadre de cette présentation, mais il faut bien préciser qu'on peut faire énormément de choses avec GitHub Actions et pas uniquement de l'intégration continue. On peut faire aussi de la gestion de release, on peut faire aussi de la détection de spam pour les commentaires quand on interagit avec les utilisateurs, on peut faire des messages automatiques, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un nombre d'applications qui est énorme. Et maintenant, je vais plutôt rentrer dans le détail et vous expliquer un peu vraiment comment ça fonctionne, et vous verrez un exemple après donc, de comment on peut le mettre en place pour un projet Salesforce. Alors comment ça fonctionne ?
Alors il y a un certain nombre de concepts qu'il faut que je couvre avec vous pour après ensuite rentrer dans le détail de la configuration. Les grands concepts clés sont réunis sur cette slide. Ça se passe comment? Alors ça se passe déjà dans le cadre d'un repository. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une action GitHub, normalement, elle va travailler que dans un repository. Elle ne sera pas déclenchée à partir d'un autre repository et elle n'ira pas normalement consulter notre repository. Alors il peut y avoir des exceptions et ça serait plutôt dans des actions custom, mais de base, on est vraiment dans un contexte d'un repository. Tout va commencer avec un événement qui est envoyé par GitHub, qui va déclencher ce qu'on appelle un workflow. Donc un workflow, ça correspond en fait à un fichier de texte, un YAML qui décrit un nombre de jobs qui s'enchaînent les uns après les autres. Et ces jobs sont divisés en étapes, steps, et ces steps sont elles-mêmes ce qu'on appelle des GitHub Actions. Voilà. Donc en fait, GitHub Actions, le nom, c'est en fait la partie la plus unitaire et granulaire de ces fameux workflows. Alors on va voir un peu en détail comment ça se passe, mais voilà les grands mots importants, les grands concepts importants de cette technologie. Alors notez les codes couleurs, je les ai réutilisés pour les slides suivantes, ça vous permettra de suivre. Alors on va commencer donc par le bas, on va commencer directement à partir des actions ou des étapes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est vraiment quelque chose, une tâche individuelle qui prend en entrée un certain nombre de paramètres et qui va vous fournir d'autres paramètres en sortie. Elle peut être écrite en différents langages, JavaScript, TypeScript, Python, Java ou du shell script. Et l'idée en fait c'est que cette action, elle va tourner dans une image virtuelle, une image Docker en l'occurrence, et vous aurez en fait finalement un mini Linux qui va tourner et qui va vous permettre d'exécuter ces actions. Et ces actions vont pouvoir communiquer les unes avec les autres, elles vont pouvoir s'enchaîner les unes après les autres, et c'est ce qui va nous permettre de mettre en place justement des chaînes assez complexes. L'idée c'est que normalement vous n'avez pas à écrire vous-même le code de ces actions-là, vous tout ce que vous aurez à faire c'est de les ajouter par le biais de configuration. En revanche, si les actions standards ne suffisent pas, vous avez accès à un marketplace, une sorte d'app exchange des actions, et vous pouvez vous-même, tout simplement, sans passer par ce fameux marketplace, utiliser un repository pour créer une action custom. Donc vous verrez qu'il y a une petite syntaxe, j'en parlerai pas trop dans cette session, mais vous pouvez en fait créer un projet GitHub qui sert en fait de définition d'action custom. Et dedans, vous avez une certaine syntaxe à respecter, un certain fichier de configuration à placer, et vous pourrez exécuter du code que vous définirez comme une action et qui pourra être injectée plus tard dans un flux. Une action, c'est donc ou ce qu'on appelle une étape, ça fait partie d'un job, donc ça c'est le niveau un peu au-dessus. Un job, c'est donc un enchaînement d'étapes, les étapes sont enchaînées de façon ordonnée, c'est-à-dire qu'elles s'exécutent les unes après les autres, et généralement, ce qui se passe, c'est que si on a une étape dans un job qui échoue, le job échoue, et ainsi de suite. Tout va échouer en cascade. En revanche, il peut y avoir des étapes qui sont optionnelles. On peut mettre un peu de la logique, c'est-à-dire qu'on peut dire si l'étape précédente a échoué, alors faire ceci. Si j'ai réuni certaines conditions, alors cette étape doit être exécutée. Voilà. L'idée, c'est que c'est le job vraiment qui fonctionne dans un container isolé. Donc, je te parlais tout à l'heure d'une image Docker. L'image Docker, elle se situe à ce niveau-là. Vous avez votre environnement Docker qui est créé pour un job. Et le job, lui, il fait partie de ce qu'on appelle un workflow. Donc, un workflow, c'est une succession de jobs. Et pareil, qui dispose d'un petit peu de logique pour enchaîner les différents jobs. Le workflow, c'est le fichier de configuration qui nous permet de les décrire. L'idée, c'est que on a isolé en fait ce workflow en plusieurs jobs, dans le sens qu'on a mis en fait des containers séparés. Donc un job, c'est un environnement Linux, grosso modo. Mais si vous avez plusieurs jobs, vous avez différents environnements Linux. Et donc du coup, on a limité les transferts d'informations entre les jobs. On a un état final du job qui nous permet de savoir si on doit enchaîner ou pas sur le job suivant. C'est l'idée. Et on arrive donc au concept d'au-dessus, le fameux workflow. Le workflow, donc cette fameuse succession de jobs qui est définie donc, par un fichier YAML, c'est un fichier texte, qui se trouve forcément dans un dossier en particulier de votre projet qui s'appelle .github/workflows. Et là, vous définissez donc ces fameux fichiers. Donc vous pouvez avoir autant de workflows que vous voulez, en fait, ça fera un fichier de configuration YAML par configuration. Et l'idée, c'est qu'à la fin, quand un workflow a fini de tourner, il va vous donner un statut, donc soit il a passé, soit il a échoué. Il peut être aussi annulé éventuellement, mais l'idée, c'est qu'à la fin, vous avez un statut.
Et ça, vous pourrez vous en servir dans l'interface graphique de GitHub. Et surtout, vous pourrez aussi, par exemple, y associer un badge, par exemple, dans votre projet pour savoir si l'intégration continue passe. Vous pourrez créer des statistiques par rapport à ce genre de choses. Alors, quel est le point d'entrée pour tout ça? Alors, vous l'avez peut-être vu sur la slide au tout début, c'est que pour déclencher un workflow, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des événements, des événements de GitHub, et qui pourront être éventuellement filtrés avec des règles personnalisées. Et je vais vous parler un peu de la structure de ces événements. Les événements, en fait, c'est lié à tout ce qui est sur GitHub. Alors là, on sort juste de Git pur, le logiciel de gestion de version. On parle de GitHub, donc c'est vraiment le site GitHub. Et il faut imaginer que quasiment toutes les interactions qu'on peut avoir avec ce site sont en fait des événements qui peuvent déclencher justement des actions. Alors il y a des actions qui sont tout à fait liées au versioning de code, mais il y a des actions qui sont un peu plus surprenantes, comme notamment les issues. Donc quand on crée une issue, donc un ticket en fait sur un repository, on peut aussi déclencher des actions. On peut aussi déclencher des actions quand on a fait un déploiement d'un projet, quand on a fait une pull request, quand on pousse du code vers un projet, même quand on crée une nouvelle release pour un projet. Donc il y a vraiment un grand nombre d'actions qui sont possibles, qui peuvent déclencher des workflows et déclencher donc de l'automatisation. En plus de ces actions, de ces événements, on peut ensuite les filtrer par un sous-niveau d'activité, on va dire. Je vais vous donner quelques exemples ici, il en existe vraiment je pense, probablement une centaine de différents filtres. Juste pour les pull requests, vous aurez par exemple le fait d'assigner une pull request à quelqu'un pour qu'il fasse une review, donc une relecture de code. Si la pull request a été modifiée, si elle a été modifiée. Et par exemple pour les tickets, donc les issues, si un nouveau ticket a été ouvert, fermé, etc. Donc il y a vraiment un excellent niveau de couverture des interactions avec GitHub, et ça rend les choses très intéressantes, parce que du coup on peut mettre en place énormément d'automatisation. Alors, on va passer maintenant donc à la partie pratique, parce que là je vous ai parlé pas mal de concepts. Je vais vous montrer un peu maintenant comment tout cela s'applique à un projet Salesforce DX, et comment on peut faire donc l'intégration continue avec ces deux technologies. Alors, on va repartir avec les mêmes codes couleurs, et je vais vous faire une explication avant d'aller vous montrer la configuration vraiment d'un projet. Donc, j'ai essayé de vous décrire les étapes principales qu'il y aurait sur l'intégration continue d'un projet DX. Alors, ça commence en fait avec un workflow. Donc là, on est dans le workflow que j'ai appelé CI pour intégration continue. Donc, ce workflow, il va commencer quand il y a un événement de type push. Donc, quand on pousse du code vers notre repository Git, ça va déclencher un premier job. Ce job s'appelle Formatting and Lightning Web Components Test. Et ensuite, dedans, il y a ce qu'on appelle des steps ou des actions. Et les actions s'exécutent dans cet ordre-là. D'abord, on va récupérer le projet. Donc, ça veut dire quoi en fait? C'est que notre action GitHub, elle n'a pas accès au contenu du repository par défaut. Donc, il faut en fait que dans notre image Docker, qui a été créée juste à cette occasion-là, il faut qu'on fasse une commande git clone, pour récupérer en fait le code source de notre projet, en fait, tout simplement. Ça, c'est la première étape. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines actions, en fait, n'ont même pas besoin d'accéder à notre code source. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément fait de base. Donc là, il y a une action standard qui nous permet de le faire. C'est facile. Ensuite, comme on est sur un projet qui, a priori, contiendrait du Lightning Web Components, on va installer un projet, un Node.js dessus. Alors, l'intérêt d'installer Node.js et de mettre en place ça, c'est que ça va nous permettre en fait d'accéder à des outils pour formater et faire tourner les tests. Alors, on va utiliser justement dans un second temps, troisième option, une tâche pour vérifier le format le formatting du code. Donc, on va notamment vérifier s'il y a bien les bons espaces entre les crochets, s'il y a bien des retours à la ligne à certains endroits, etc. Ça, c'est quelque chose qui est optionnel, ça n'impacte pas le fait que le code fonctionne ou non. Par contre, ce que ça impacte, ça impacte en fait le fait qu'on ait un code qui est bien formaté pour tout le monde. Alors pour ce faire, on utilise un outil qui s'appelle Prettier. C'est un outil qui est disponible sur Node.js, qui permet de s'assurer qu'on a un bon format. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on a du code Aura, on va pouvoir faire tourner un outil qui s'appelle ESLint. ESLint, c'est ce qu'on appelle un linter, c'est ce qui fait en fait qu'on va vérifier notre code, on va l'inspecter en fait, faire une analyse statique du code pour des bonnes pratiques. Alors le linting, ce qui est différent avec le formatting, c'est que ça va vraiment regarder la structure du code et ça va regarder en fait comment notre code se comporte.
Un exemple typique de ce qu'on pourrait détecter avec du linting, c'est le fait que vous ayez par exemple des variables inutilisées, que vous ayez des noms de variables dupliqués, ce genre de choses, ou que vous utilisiez des choses qui sont considérées comme des mauvaises pratiques. Donc on a deux tâches de linting ici qui vont tourner les unes après les autres, une première tâche de linting pour Aura et puis une autre pour Lightning Web Components. Les deux utilisent ESLint, mais les deux ont des règles différentes pour tourner. Donc on définit des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques qui sont différentes entre les deux technos. Par contre, ça utilise le même outil. Et l'idée, c'est que quand le linting va tourner, si jamais il voit que vous avez notamment donc ces fameuses variables non utilisées, il va déjà mettre une erreur à ce niveau-là. Pareil pour Prettier, si Prettier voit que votre code n'est pas bien formaté, il va se mettre en erreur. Dès qu'il y a une étape qui est en erreur, ça met le job en erreur et ça met le workflow en erreur. Donc ça permet de valider un certain nombre de choses. On va même pas chercher en fait à essayer de faire les étapes suivantes si une de ces tâches est en erreur. L'étape d'après, c'est de faire tourner les tests Lightning Web Components. Pour faire ça, on utilise encore un autre outil qui s'appelle Jest. C'est un framework de test open source qui est écrit par Facebook et qui permet de faire du test JavaScript. On a des petites extensions pour faire tourner ça avec Lightning Web Components et c'est juste une tâche qui va nous faire tourner ces tests. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui est absolument optionnel, mais je tiens à parler donc dans cette présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat de nos tests. Et dans ces tests-là, qu'on a fait tourner avec Jest, on a, ce que je n'ai pas précisé dans la slide ici, calculé la couverture de code. Alors, Jest est capable de nous faire ça avec un petit paramètre qui va nous calculer en fait la couverture de code et il va nous sortir en fait un certain nombre de fichiers qui décrivent cette fameuse couverture de code. Donc, l'étape d'après, la dernière étape de ce schéma ici, c'est de prendre ces fameux fichiers de couverture de code, qui sont en format standard, et de les uploader sur CodeCov. Donc là, on a fait un upload pour la qualité de code pour le code Lightning Web Components. Mais ça, c'est qu'une première partie du travail. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre ce code et on va continuer de faire tourner le prochain job. Donc si ce premier job a fonctionné, on va enchaîner sur un second job qui s'appelle Scratch.org Test. Donc là, on va vraiment s'intéresser à la partie purement Salesforce, et on va s'intéresser notamment à faire tourner nos tests sur une org. Donc, on commence avec une première tâche dans laquelle on a maintenant un nouveau job. Donc, en fait, le nouveau job, il faut bien préciser que c'est donc une autre image Docker. On n'est plus du tout dans les mêmes images Docker, donc on n'a plus accès à notre environnement auparavant. Dans cette image Docker, on va d'abord commencer par installer la Salesforce CLI. Donc on va installer la ligne de commande qui permet de faire les déploiements et Salesforce DX. On va encore de nouveau récupérer notre code. Comme ces deux images différentes, elle n'a pas accès non plus au code de notre repository, donc on va de nouveau faire un git clone à ce niveau-là. On va s'authentifier avec nos Developer Hub. Alors ça c'est pour pouvoir faire fonctionner un projet DX. Grâce à ça, on va pouvoir enchaîner avec l'action suivante. On va créer une Scratch.org. Alors évidemment, là je vous montre un exemple avec Salesforce DX parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour faire une intégration continue. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que vous pourriez aussi utiliser la CLI pour pousser du code sur une sandbox. Ça serait possible aussi. Hein. Vous pourriez, à la place de créer une Scratch.org, vous connecter à une sandbox et pousser du code vers une sandbox. Mais là je reste vraiment sur Salesforce DX. Une fois qu'on a créé cette Scratch.org, on va enchaîner avec un certain nombre de tâches que la plupart des gens qui font du développement sur DX connaissent bien. On va pousser notre code source qui est dans notre repository Git vers la Scratch.org. On va éventuellement affecter des permission sets si on en a. On va importer les données de test si on en a aussi avec les commandes de la CLI. Et ensuite, on va faire tourner le test Apex. Alors on va faire tourner le test Apex encore une fois avec le flag, l'argument qui lui demande la couverture de test. Ça va nous créer un dossier avec des fichiers de couverture de test. Et dans l'étape suivante, on va prendre le contenu de ces dossiers de couverture de test et on va aussi les uploader vers CodeCov. Alors vous verrez qu'on a fait deux tâches qui sont liées à CodeCov ici. On a uploadé en fait deux fois la couverture de test. On est dans le même build au final, parce qu'on a un build Lightning Web Components et Apex dans deux jobs différents. Mais par contre, on est toujours dans le même contexte du même workflow. Et on a fait ces deux uploads séparés. Et CodeCov en fait est suffisamment intelligent pour arriver à fusionner les rapports de couverture de test et à nous sortir un rapport de couverture de test qui intègre donc Lightning Web Components et Apex. Et à la fin, dernière étape du build, on va supprimer la Scratch.org. Alors,
ce qui est intéressant de noter, c'est que cette fameuse étape à la fin, c'est une étape qu'on marque en général comme obligatoire. C'est-à-dire que même s'il y avait un échec avant, pour peu qu'on ait commencé le job Scratch.org test, on va l'exécuter dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, il va y avoir des erreurs qui vont se passer entre le moment où on crée la Scratch.org et le moment où on la supprime. Typiquement, les tests peuvent échouer. Donc si les tests échouent, ça met le projet en erreur. On va quand même uploader la couverture de code et on va quand même supprimer la Scratch.org pour ne rien laisser derrière nous. C'est l'idée, c'est quand on fait l'intégration continue, on part d'un environnement propre, enfin on crée un environnement à la volée et on s'en débarrasse à la fin. Vraiment les étapes clés de l'intégration continue. Donc voilà pour le concept. Maintenant, je vais montrer en fait vraiment qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Donc là, je vais sortir de la présentation. Par rapport à ça, je sais pas si je te la donne tout de suite. Allons-y, c'est le bon moment, je pense, avant que je fasse la démo. Ouais. En fait, la question, c'est pourquoi il y a deux jobs et pourquoi tout n'est pas dans le même job. Alors, on pourrait tout à fait, effectivement, mettre tout dans le même job. Ce que ça voudrait dire, par contre, c'est que ça ferait un job vraiment complexe. Et comme il n'y a pas de lien, en fait, direct entre les deux environnements et les tâches qu'on exécute des deux côtés, on les sépare en général. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un côté où on tourne entièrement sur du Node.js, c'est le premier job, et le second, on est uniquement, vraiment complètement sur la CLI. Et comme en fait, on n'a rien en fait besoin de passer d'un job à un autre, c'est mieux de les stocker séparément. Et notamment, vous verrez, l'intérêt de ça, c'est que dans l'interface graphique, on va pouvoir voir pour notre workflow le détail des jobs en fait. Donc on aura un reporting visuel. Et donc on verra en fait d'un coup d'œil simple, sans aller regarder les logs, si c'est le formatting et les tests Lightning Web Components qui ont échoué, ou si c'est le test avec la Scratch.org qui ont échoué. Ça permet d'avoir un peu plus de détails, on va dire, à la première vue. Voilà. Alors là, on va passer sur un projet Salesforce DX. C'est un projet que vous connaissez éventuellement, c'est Lightning Web Components Recipes. Alors je vais vous montrer d'abord la page du projet que j'avais dû garder. Voilà, ici. Donc là, vous devriez voir donc la page du repository GitHub. Et ce que je vais vous montrer, c'est une des applications qui font partie de la Sample App Gallery sur Trailhead. Sur Trailhead, en fait, vous avez un certain nombre d'applications qu'on met à votre disposition, qui sont des applications de démonstration, en fait. Et celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Lightning Web Components Recipes. Donc on a différents types d'applications d'exemple ici qui sont toutes open source, donc vous avez chaque fois un petit badge view pour aller voir sur GitHub le code source. Et l'idée c'est que ces applications, en fait, elles montrent en fait toutes sortes de bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour faire des projets. Et celle qu'on va regarder aujourd'hui, donc c'est celle-là, c'est Lightning Web Components Recipes, et vous allez voir justement comment on met en place l'intégration continue pour ce projet en particulier. Alors ce projet, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il montre en fait des petits exemples de comment faire des tâches vraiment basiques et unitaires en quelques lignes de code. C'est vraiment des petits exemples tout simples. Par contre, ce projet est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi comment tester chacun de ces cas d'utilisation. Donc vous voyez en fait sur la capture d'écran qui est ici, en fait chaque carte correspond ici, un card, je sais pas si ça se traduit carte en français, mais chaque petit carré qui est sur la page là, présente en fait un cas d'utilisation particulier. Donc ça montrerait par exemple comment est-ce qu'on fait de l'affichage conditionnel, comment est-ce qu'on fait de la composition avec différents composants, comment est-ce qu'on fait pour appeler une méthode Apex depuis un Lightning Web Component, comment est-ce qu'on fait pour communiquer entre un parent et un fils, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est fait donc de façon isolée. Et pour chacun de ces composants, en fait, il y a aussi des tests qui leur sont associés. Et du coup, nous, l'équipe de développeurs évangélistes, en fait, on maintient ce projet-là et on travaille avec les bonnes pratiques, y compris donc mettre en place de l'intégration continue. Donc je vais aller sur le repository GitHub, et vous voyez notamment qu'on a ici donc un rapport d'intégration continue. On a notamment un petit souci avec le packaging récemment, qu'on a aussi mis en place avec GitHub Actions. Et on a aussi le fameux badge CodeCoff qui nous donne notre couverture de test. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait la configuration de notre projet et vous allez voir en fait un peu comment c'est structuré, donc ces fameuses GitHub Actions. Donc comme je vous disais, donc dans le projet, on a toujours ce fameux dossier .github qui contient donc un certain nombre de choses qui sont propres à GitHub, qui ne sont pas spécifiques à Git. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours séparer deux choses. Je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais c'est important de bien comprendre que vous avez un standard qui s'appelle Git, qui est en fait le système de révision de code avec les branches, avec les commits, les push, tout ça.
Et vous avez une société qui s'appelle GitHub qui a mis en place cette interface graphique avec un certain nombre de concepts supplémentaires comme par exemple des pull requests. Les pull requests, c'est un concept qui n'existe pas dans Git. Mais c'est quelque chose que GitHub vient ajouter, notamment les GitHub Actions, c'est spécifique à la société GitHub. Il existe des concurrents d'ailleurs à GitHub, il faut que j'en parle quand même, parce que là je vous présente GitHub, mais c'est un produit qui est un produit Microsoft maintenant depuis peu, mais il existe d'autres outils qui sont aussi un peu plus indépendants, comme GitLab ou Bitbucket par exemple. Et donc chacun va rajouter en fait une interface graphique pour interagir avec le système Git en fait, qui est universel. Donc, je referme la parenthèse, donc je reviens sur ces fonctionnalités qui sont spécifiques à GitHub, qui sont notamment placées dans ce fameux dossier .github, donc c'est des configurations spécifiques à GitHub. Alors là-dedans, vous allez trouver un certain nombre de choses, notamment un... Tu peux peut-être zoomer un petit peu ou... Ah oui, pardon, vous avez bien raison de me le préciser, parce que c'est vrai que... Voilà. C'est mieux là? Ou je joue encore un peu? Encore une fois, Allez hop, allons-y. Peut-être pas trop, parce qu'après il va y avoir beaucoup de texte. Alors, je vais peut-être me mettre même en mode plein écran, ça sera plus simple. Hop, allons-y. Donc, dans ce dossier GitHub, vous avez un certain nombre de fichiers qui sont des templates, notamment le template pour créer une nouvelle pull request, par exemple. C'est des noms qui sont en fait tout à fait standards. Ou les templates pour créer des tickets, par exemple. Si je crée un nouveau ticket, on a en fait un certain nombre de fichiers de texte qui permettent de pré-remplir le texte des nouveaux tickets, par exemple. Nous, on va s'intéresser à la partie Workflows qui décrit justement les fameuses GitHub Actions. Alors, dans ce projet-là, j'ai un bon gros nombre de workflows, hein, vous voyez, on va pas tous les regarder. On va commencer par quelque chose de tout simple qui n'est pas forcément lié à l'intégration continue, mais c'est juste pour vous donner un premier exemple de fichier d'intégration de GitHub Action. On va regarder Welcome. Alors Welcome, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est tout simplement un premier workflow qui permet de dire bonjour en fait quand un utilisateur crée une issue, tout simplement pour lui dire qu'on va revenir vers lui dans un délai donné. Alors, on va regarder ça comme premier exemple de workflow. Les composants de base, donc le nom du workflow ici, en général ça va tendance à coller avec le nom du fichier, bon ici c'est pas le cas, mais on peut l'appeler un peu différemment, et greeting c'est ce qui sera affiché dans l'interface graphique. Ensuite, il y a l'événement sur lequel on déclenche le workflow. Alors ici, vous voyez qu'on s'intéresse à l'objet issues et on a filtré par sous-type d'événement opened. Donc quand une issue est open, quand un ticket est ouvert, on va déclencher ce workflow. Alors ce workflow est très simple, il contient des jobs, mais il n'y en a qu'un seul, qu'on a appelé comments. Et ici on décrit l'image. Alors tous les exemples que je vais vous montrer tournent sur une version Ubuntu latest, c'est un Linux en fait, hein. Donc l'image Docker qui est tournée. Il en existe d'autres qui sont mis à disposition. Bon, généralement, celle-là, ça fonctionne très bien avec tout, hein, donc il n'y a pas forcément besoin de changer ça. Et maintenant, ensuite, les étapes du fameux job qui s'appelle comment. Il y a une seule action ici, qui est une action qui est en fait une action custom, et ça a été pris, qu'est-ce qu'elle fait cette action-là? En fait, elle permet en fait de répondre automatiquement à l'issue avec un premier message, avec un titre qui s'appellerait welcome, et un champ texte qui est configurable. Ensuite, on voit qu'il y a un dernier petit paramètre en plus ici qui permet de passer un token. Donc ça, c'est un token qui permet en fait à l'action d'interagir avec notre repository. Donc ici, c'est par exemple de créer une réponse à notre issue. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette action, elle n'est pas du tout standard. L'identifiant qui est ici, en fait, c'est un nom d'utilisateur GitHub avec un nom de projet GitHub. Donc si vous allez en fait voir l'adresse ici, on va aller faire ça. Hop, si je vais voir le fameux projet qui est là, alors désolé pour la barre d'adresse, elle va être vraiment trop petite, mais si je faisais en fait github.com/ avec le nom du projet que je viens de copier-coller, ça nous ouvrirait en fait le repository qui contient la définition de l'action qu'on a utilisée ici. Alors celle-là, elle est extrêmement simple en fait, hein, ça va juste être un fichier JavaScript qui permet de répondre en fait. Voilà. Donc c'est pour montrer à quel point c'est facile de créer ses propres actions. Nous-mêmes, on en a créé quelques-unes pour gérer nos workflows. Alors, parenthèse à part, je reviens donc sur notre projet. Là, c'était un premier exemple. Maintenant, on va vraiment s'intéresser donc à l'intégration continue. Alors, j'ai un certain nombre de tâches ici qui ont l'air d'être plus ou moins dupliquées. Vous voyez qu'à chaque fois, là, ici, on a 3 qui sont assez similaires. C'est les tâches d'intégration continue. La raison pour laquelle on a ces 3 versions différentes,
c'est qu'en fait, on fait tourner des flows différents dans des contextes différents. On a ici une intégration continue qui fonctionne sur la branche master, uniquement sur la branche master. Ici, on a une autre intégration continue qui fonctionne uniquement sur notre branche pré-release. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces applications de démo, les sample apps, on est en train en ce moment de les mettre à jour pour la release Summer. Et du coup, on fonctionne sur une branche séparée pour faire nos travaux sur Summer. Et ça impacte notamment le workflow, puisqu'en fait, on est obligé de faire fonctionner l'intégration continue sur une version pré-release aussi de la Salesforce CLI pour pouvoir utiliser Summer. Donc on a un environnement vraiment très différent sur la pré-release Summer. Donc on a des règles différentes, on a un fichier d'intégration continue séparé. Et dernier point, ici, l'intégration continue qui fonctionne sur toutes les pull requests, hormis pour celles qui sont sur pré-release, je précise. Si jamais on avait des gens qui voulaient faire des contributions, ou nous-mêmes quand on fait des contributions sur notre projet, on passe par des pull requests, et pour chacune de ces pull requests, on fait tourner cette intégration continue. Donc nous, on va s'intéresser à celle qui fonctionne sur master. On va regarder celle-là ensemble. Et la voici. Donc celle-là, elle est assez complexe. Vous voyez, il y a quand même quelque chose... Ouais, 115 lignes, elle n'est pas si complexe que ça, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes. On va aller lire ces étapes-là ensemble, et on va aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, d'abord, on a le nom du workflow. Le nom du workflow, en fait, ici, c'est ce que vous allez retrouver, en fait, notamment dans le badge. Donc, si je reviens en arrière, je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Hop. Si on revient sur notre projet, en fait, on avait un badge sur le README, en fait, ici, qui donnait un statut. Et notamment, ce nom qui est là, que vous retrouvez dans le badge, c'est le nom qu'on a défini donc, dans notre workflow, le label qui est là. Et c'est aussi le label que vous pourrez aussi consulter dans les logs des actions. Je vous montrerai les logs des actions une fois qu'on aura couvert la configuration du workflow. Alors là, on est donc sur notre intégration continue pour notre branche master. Donc du coup, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Ce workflow est déclenché à chaque fois qu'on a un push sur la branche master, mais uniquement sur la branche master. Donc là, on a un pattern d'inclusion qui permet de restreindre quand est-ce qu'on déclenche. On pourrait aussi avoir de l'exclusion, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça fonctionne sur toutes les branches, hormis telle et telle branche. Et on peut combiner les deux, bien sûr, en disant certaines branches, mais pas d'autres. Voilà. Et notamment, c'est ce qui nous permet de ne pas courir notamment les push sur la branche pré-release, par exemple. Ensuite, on a des jobs. Alors, les jobs ici, il y en a deux. Il y a ce premier job, Formatting and Linting, qui correspond à celui qu'on avait vu tout à l'heure. Je n'ai pas utilisé les mêmes noms exactement que dans mes slides, mais c'était le Formatting, Linting et l'Animal Components Test. On les a pas renommés dans ce projet-là, mais ça fait aussi les tests pour l'Animal Components. Et un peu plus bas, donc si on regarde le niveau d'indentation, un peu plus bas, on aura les tests pour faire tourner l'intégration continue sur notre Scratch.org. Alors, je rentre dans le détail maintenant pour ce premier job. Première action qu'on va faire ici dans ce job, ça va être de récupérer le code source. Alors, ça là, vous voyez, donc c'est une action qui est standard, parce qu'en fait, ça correspond à actions, ce qui est le préfixe standard pour les actions GitHub. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On va faire un checkout, donc on va faire un checkout, un clone en fait de notre projet GitHub, avec notamment, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas précisé ici, donc on ne voit pas le détail, c'est qu'on prend en fait le détail du commit qui a déclenché cette action-là. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres ici sur cette action-là, mais on passe à l'action dans un certain contexte. Et elle saura que c'est quand on a fait un push sur master, et donc elle saura récupérer le bon code. Si jamais on était en train de faire tourner cette action-là sur une autre branche, ce ne serait pas le code de master qu'on aurait, ce serait le code qui est bien particulier au contexte d'exécution, ce qui a déclenché l'événement. Alors les actions sont versionnées aussi, vous voyez, notamment on utilise la version 2 dans ce cas-là. Ils ont fait une petite mise à jour de cette action, et du coup on utilise une version numéro 2. On peut aussi utiliser @master si on voulait utiliser la dernière version sans se soucier d'une version en particulier. Ensuite, bon, alors là on a un petit peu de plomberie à faire. C'est en fait un bout de code qui nous permet d'aller un peu plus vite quand on fait un déploiement sur Node.js. Alors si vous avez déjà fait en fait, si vous avez utilisé les projets Node.js, vous allez voir en fait que quand on installe un projet Node.js, la première fois en fait il va télécharger la terre entière. Il y a un certain nombre de modules et de dépendances qui s'accumulent dans un dossier qui s'appelle Node Modules en fait, qui sont toutes les dépendances du projet. Ça ne veut pas dire que c'est les dépendances qui seront livrées dans le contenu final, mais il en a besoin pour arriver à faire tourner Node.js dans le cadre de notre projet. Et ce que cette action fait en fait ici, c'est qu'on va chercher en fait si on n'a pas caché, mis en cache lors d'une dernière exécution de notre projet,
ce fameux dossier Node module. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si si la configuration Node.js de notre projet a changé depuis le dernier build, et si elle n'a pas changé, il va restaurer cette configuration-là pour gagner un peu de temps, qu'on ait moins de téléchargements à faire. C'est ce qu'il fait avec cette fameuse étape. Il vérifie donc si c'est bien si on a bien atteint le cache, et si on a atteint le cache, il va utiliser une commande qui s'appelle npm CI. Alors, si vous avez déjà fait tourner justement un projet Node.js, vous avez utilisé npm qui est le Node Package Manager, et c'est ce qui permet d'installer un environnement Node.js, un projet Node.js. Alors d'habitude, nous, quand on est sur notre machine, on utilise npm install. Ici, vous voyez qu'il y a une autre commande qui s'appelle npm CI, et ça permet en fait de forcer npm ou Node à démarrer sur un environnement complètement vierge. C'est-à-dire qu'il ne va surtout pas chercher à récupérer du cache qui serait lié à une installation précédente, et il va être un peu plus strict quand il va valider toutes les dépendances pour être installé. Et c'est prévu en fait pour être exécuté dans un contexte où il n'y aurait pas un utilisateur derrière l'écran en fait. C'est vraiment fait pour tourner sur un serveur d'intégration continue. Donc c'est un petit peu différent, mais le but est un peu le même que npm install. Donc on installe le projet, on installe les dépendances du projet, et c'est à partir de là vraiment, cette prochaine étape ici, qu'on va vraiment faire les étapes propres à donc, notre vérification de notre intégration continue. Donc la première qu'on fait ici, c'est faire tourner Prettier. Donc on fait npm run avec Prettier verify. Donc Prettier verify, en fait, on utilise Prettier certes, mais ça c'est un alias pour un script qu'on a mis à disposition dans notre configuration Node.js. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. On n'était pas censé trop parler de Node.js, mais je pense que ça mérite que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Quand on fait un projet qui inclut du Node.js, on a un fichier package.json qui est inclus. Ce fichier package.json, il va en fait contenir des dépendances, comme ici, dev dependencies, et oui, notamment qu'on récupère Prettier, donc ce qui nous fait le formatting avec différents plugins, un plugin pour Apex, un plugin pour XML, il va récupérer aussi ESLint, donc pour faire le linting, et un certain nombre d'autres choses. Maintenant, on pourrait directement accéder à ces dépendances avec la ligne de commande, ça ferait des commandes assez complexes. Du coup, ce qu'on met à disposition aussi dans le projet Node.js, c'est des scripts. Les scripts, ça fonctionne comment? C'est que vous avez un alias, ici, comme lint, ou plutôt Prettier verify, c'est celui qu'on vient de faire tourner tout à l'heure, et derrière, vous avez une commande shell qui va exécuter. Donc quand on fait npm run Prettier verify, en fait, il va chercher dans script de notre configuration et il va faire en fait tout ceci. Il va utiliser la commande Prettier qui est liée à notre module Prettier, et après il va faire passer un certain nombre d'arguments et de configurations. Et vous verrez qu'on va utiliser les autres commandes, notamment test ou test unit coverage, pour faire tourner les tests l'animal component et récupérer une couverture de test. Donc je reviens sur le workflow avec npm run Prettier verify, donc il va lancer Prettier avec un certain nombre d'arguments. Ensuite on enchaîne avec ESLint, donc là il fait tourner le linter pour l'animal components, pareil c'est un alias aussi pour un script. Et ensuite un autre test. Ensuite, on enchaîne sur les tests l'animal component. Pareil, ça fait appel à jest derrière et avec un flag pour demander la couverture de code. Ensuite, là, c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on passe sur une action qui appartient à codecov. Donc là, on a récupéré une action codecov et on l'a configurée pour qu'il fasse tourner, pour qu'il pousse ce que l'action de test a produit comme couverture de test dans l'environnement codecov. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on n'a rien à configurer en fait. On a juste besoin éventuellement d'un token ici, et depuis peu c'est même plus nécessaire, donc là il faudra que je vous montre une version plus à jour, mais en fait, avec uniquement ces deux lignes-là, on récupère en fait la couverture de test pour notre projet et on la pousse vers le codecov. Le token était en fait uniquement nécessaire avant, quand on était sur des repositories qui étaient privés. Maintenant, dans les repositories publics, tout ce qu'on a à faire, c'est de copier deux lignes comme ça, et on peut uploader notre couverture de code vers codecov. Même pas besoin de créer un compte sur codecov, ça permet déjà d'envoyer la couverture de code et d'avoir le petit badge codecov qui indiquerait la couverture de test. Voilà, donc ça c'est le premier job. Quand ce job-là s'est bien passé, on va s'intéresser maintenant à la CLI et on va faire tourner nos tests sur une scratch org. Alors, du coup, j'en profite parce qu'il y avait une question et je pense que c'est le bon moment. Quelqu'un demandait si du coup, est-ce que Scratch.org c'est égal à un projet Node.js quand tu parles de Node.js? Alors non, ce sont deux choses différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Node.js, il part jamais sur Salesforce. Le projet Node.js, on s'en sert, en fait, si je reviens ici, on s'en sert uniquement dans un certain cadre. C'est uniquement pour nous mettre en place des outils de développement.
Alors, j'attire votre attention sur le fait que les dépendances qu'on a mis dans notre projet Node.js, c'est ce qu'on appelle des dev dependencies. Il existe deux types de dépendances dans les projets Node.js. Il y a des dépendances qui sont dependencies et des dev dependencies. Le distinguo entre les deux, c'est qu'en fait, tout ce qui est dev dependencies, c'est uniquement accessible au temps de développement, mais c'est pas quelque chose qui part en production. Et donc, notre projet ici, Node.js, il a uniquement des dev dependencies, c'est-à-dire qu'il a uniquement des dépendances qui nous servent au temps du développement, mais il y a zéro dependencies qui partent en production. Il n'y a rien en fait de ce qui est fait dans ce projet Node.js qui part en production. Ici, c'est juste en fait un certain nombre de scripts que vous voyez ici qui nous permettent de faire des vérifications par rapport au formatage, au test, à l'analyse statique de code, le linting. Mais en aucun cas, on injecte de dépendance qui partira sur Salesforce à partir de là. C'est pas l'idée. Donc c'est vraiment séparé. Par contre, dans le cas de l'intégration continue, c'est très pratique parce qu'avec Node, justement, on peut scripter un ensemble d'actions de façon très rapide et on peut vraiment faire un certain nombre de tâches pratiques. Ça mériterait limite un sujet en soi de parler de ces fameux scripts qu'on fait tourner ici. D'autres questions avant que j'enchaîne avec le second job? Moi j'en avais une, du coup j'en profite. Ouais. C'est l'action là sur CodeCov. Oui. Comment il sait d'où viennent les infos qui reviennent du code coverage? Alors, simplement parce qu'en fait, il y a un référeur. Ce que ça va faire d'ailleurs, en fait, si on regarde le code qui est open source d'ailleurs de cette action-là, il va utiliser l'API HTTP en fait, et il va savoir de quel repository on envoie en fait, et dans quel contexte on est en exécuté. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que on a plusieurs choses. Donc d'abord, c'est une API HTTP qui va pousser les fichiers, mais il y a aussi en fait toute action qui est exécutée dans un workflow en fait, ou toute action GitHub dispose d'un contexte. Et ce contexte, ça inclut notamment le hash du commit qui a été poussé, le nom du repository, qui a fait ce dernier commit, un certain nombre de choses comme ça. Et avec ces informations-là, CodeCov a de façon non authentifiée accès au minimum pour nous fournir un rapport de code. Après, si on veut, on peut effectivement fournir un token et configurer l'application CodeCov pour avoir plus d'informations, mais par défaut, il y a vraiment besoin juste d'ajouter ça pour qu'il pousse le rapport de couverture. Du coup, quand tu dis le rapport de couverture, c'est quoi? C'est parce que Jest, c'est parce que CodeCov, il connaît les fichiers de Jest? Voilà, c'est ça en fait. Quand on fait tourner test unit coverage, là, ça va nous filer en fait, ça va créer un dossier avec un certain nombre de fichiers qui décrivent quelles sont les lignes couvertes, quelles sont les lignes pas couvertes, à quel point on a couvert chaque classe. Et c'est un format standard en fait, qui est partagé par tous les outils de couverture de code, que ce soit Jest ou que ce soit même notre outil Apex. Et avec ça, en fait, CodeCov peut arriver à sortir des graphes finalement, et je vous montrerai ce que ça peut faire en fait. Et nous fournir finalement, agréger ces différents rapports de couverture pour fournir un rapport consolidé pour le projet. Ok, du coup ça veut dire quand on run, tu vas sûrement le montrer après, là, quand on lance les classes de test Apex avec le CLI, ouais. Le CLI il a été codé pour sauvegarder les fichiers au format tout à fait commun. Ok. Ouais. Tout à fait. Et ça c'est bien, c'est justement il n'y a rien à faire là-dessus, il n'y a pas de script à faire tourner pour extraire un bout et pas un autre, c'est vraiment tout à fait transparent, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut plugger n'importe quel outil. Alors, je vous montre CodeCov, mais il en existe d'autres. Celui-là, il a l'avantage d'être gratuit et d'être super simple à utiliser quand on est en open source. Il y a d'autres outils qui le font aussi. Okay. Merci. Voilà. Alors, je vais enchaîner donc avec le dernier job. Le dernier job donc, qui s'appelle Scratch Org Test. Et alors, ce que vous voyez ici qui est super important, c'est ici, Needs. Ça veut dire que s'il y a un prérequis pour faire tourner ce job, c'est qu'il faut que le précédent job ait réussi. Donc si on n'a pas réussi à faire passer les tests Lightning Component, on va même pas se soucier de faire tourner la Scratch Org, ça veut dire que c'est pas la peine d'aller plus loin. Si le linting, le formatting n'a pas validé, on va s'éviter une opération coûteuse qui est d'installer la CLI, d'attendre de créer une Scratch Org et tout ça. On va carrément zapper et on va mettre carrément le workflow en échec. Voilà. Ensuite, donc pour décrire un peu les étapes de ce job, alors là c'est exactement ce que vous feriez vous si vous étiez un développeur qui débutait sur DX. Sauf que bon, là, ça a été scripté. Vous installez la CLI. Donc, c'est comme si vous alliez sur la page d'installation de la Salesforce CLI, vous cliquez download, vous exécutez l'installateur et tout ça. Sauf que là, ça a été mis en script shell, en fait, finalement. Donc, si je vous donne le détail ici, en faisant wget, on fait un téléchargement de cette URL qui contient le binaire de la Salesforce CLI. On crée un dossier Salesforce DX CLI. On va
j'allais dire des IP, mais non, c'est détarrer, vu que c'est un fichier TAR, un fichier Linux compressé, l'installateur de Salesforce CLI, et on va lancer le script d'installation ici, tout simplement. Donc là, c'est comme si vous alliez faire tout ça à la main, vous, en tant qu'utilisateur. On a installé la CLI sur une machine, qui est notre fameuse image Ubuntu Latest, qui est créée pour ce job. Ensuite, l'action que vous avez déjà vue auparavant, on récupère le code de GitHub de notre repository. Autre action importante ici, on doit configurer notre Salesforce CLI. Alors la Salesforce CLI, quand on l'installe, en fait, elle ne connaît pas notre environnement, notre dev hub. Donc du coup, ce qu'on fait quand on est un utilisateur et qu'on le fait à la main, en général, on lance une commande qui est sfdx force off web login, qui nous permet en fait d'ouvrir une page de connexion et qui nous permet de rentrer login mot de passe de notre dev hub. Et ça nous permet de sauvegarder la connexion de notre dev hub dans la CLI pour pouvoir créer ensuite des scratch org. Et bien là, comme on n'a pas évidemment d'accès à un écran, on va utiliser ce qu'on appelle un secret, donc c'est une configuration secrète qui est définie en fait dans notre projet. Je vais vous montrer dans Settings de votre repository, vous avez, si ça veut bien se charger, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle le secret, c'est des variables d'environnement. Et dans ces variables d'environnement, donc c'est super long aujourd'hui, vous avez un certain nombre de secrets que vous pouvez pré-remplir, donc vous pouvez en créer, et en fait c'est des chaînes de caractères simplement, et là-dedans vous allez avoir une URL secrète qui vous permet directement de vous pré-authentifier à votre dev hub. Voilà. Ça c'est quelque chose qui permet en fait d'éviter de faire la gymnastique, de faire la commande off web login et d'avoir la page d'accueil qui s'ouvre et de devoir se connecter. Il y a une URL secrète qui est pré-encodée pour pouvoir directement s'authentifier. Donc on la remplit dans un secret ici, donc qu'est-ce que ça fait en fait? C'est juste un champ avec une clé et une valeur, hein. Et elle va être accessible ensuite avec cette syntaxe dans notre GitHub Action. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette commande-là? Là c'est une commande shell tout simplement. On va prendre le contenu de cette variable de secret et on va l'écrire dans un fichier texte qui s'appelle devhub sfdx-url, tout simplement. La commande suivante, c'est que là par contre on va vraiment faire l'authentification avec le fichier qu'on a créé, donc qui contient notre secret, et on va définir cet org comme étant notre dev hub. On va lui créer un alias et on va dire ça c'est mon org dev hub. Le -d indique qu'on sauvegarde cet org comme dev hub par défaut. Voilà. Donc avec ça en fait vous avez fait l'équivalent de la commande, donc la fameuse off web login qui permettait de vous authentifier. Sauf que vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois vu qu'en fait vous avez juste récupéré votre clé d'authentification qui sera réinstallée à chaque fois. Ensuite, c'est les étapes qu'on fait manuellement à la main, hein. Si on a de Aura, on peut linter l'Aura avec cette commande. Alors là, ici, on n'a pas mis à jour malheureusement. Depuis peu, on a une nouvelle commande pour faire ça. On utilise ESLint à la place de cette commande de la CLI, qui était Force Lighting Lint. Il faudra la remplacer d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore fait. Je crois que j'ai une pull request sur ce projet pour le faire d'ailleurs. Maintenant, le linting Aura se fait plus à ce niveau-là. Il se fait au niveau direct au niveau du premier job. Il se fait avec Node.js. Avant, il fallait passer par la CLI, mais maintenant, on peut passer directement par Node.js. C'est recommandé d'ailleurs. Alors, une petite question là, sur l'URL dont on va parler. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité si on enregistre l'URL qui permet de se connecter à la prod? Non, parce qu'en fait, elle n'est jamais accessible. Là, si je regarde dans ma liste de secrets, en fait, on n'a jamais moyen de la voir. Je peux la mettre à jour, mais si je fais une mise à jour, j'ai pas la visibilité de l'ancienne valeur. Donc en fait, elle est accessible, elle est encryptée, hein, elle est uniquement accessible à GitHub dans le cadre de notre action. Donc c'est vraiment safe. Par contre, à vous, effectivement, de ne pas faire n'importe quoi quand vous la copiez dans un fichier texte. Vous verrez que ce fichier texte, il est éphémère et il sera supprimé plus tard. Voilà. Et dans les threads, là, ils montrent plutôt de se connecter avec un JWT et un certificat. Ouais. Alors, on peut aussi faire ça. C'est plus compliqué, du coup. C'est plus compliqué. On peut aussi faire ça. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait stocker la clé quelque part. Alors, on peut aussi stocker la clé en format texte. Et on pourrait utiliser un secret pour faire ça aussi. Ok, les deux étapes, finalement, ça c'est quand même plus simple que... Ça c'est très simple, et pour moi c'est tout aussi safe. Mais après, voilà, je suis pas un expert non plus de sécurité, mais ça fait le job très très bien, et ça prend 2 secondes. En fait, alors, ce qu'il faut quand même que je précise, c'est comment est-ce qu'on fait pour générer cette URL. Alors, je vais vous montrer dans un petit terminal très vite fait comment on fait. Pour générer cette URL, en fait, on utilise une commande sfdx. On fait force org display.
display, avec une de nos orgs, je vais encore agrandir pour que ce soit vraiment plus gros, hop. Sur une de nos orgs, donc on précise U pour dire quelle org, alors ici par exemple je vais prendre DevHub, qui est mon DevHub. Quand je fais ça en fait, ça va me donner les détails de mon... Ah zut, je suis en... Ah, bon, désolé. Je suis avec la CLI en pre-release, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais quand même vous expliquer la commande. Cette commande, normalement, ça liste tous les détails de mon org, notamment le nom d'utilisateur, ce genre de choses, mais ça ne donne pas forcément le détail du password et du username. Du password. Du coup, on rajoute un petit flag qui s'appelle verbose, derrière, avec un E, et ça va nous donner, entre autres, cette fameuse URL qu'on va remplir. Donc avec force org display, le nom -u pour l'alias de l'org et --verbose, vous avez donc la fameuse chaîne d'authentification pour votre DevHub. Il faut bien penser par contre à sélectionner le DevHub et pas une scratch org ou une autre org, c'est que pour les DevHub ça. Alors remarque, non, peut-être pas en fait, non, ça pourrait peut-être marcher sur les autres orgs en fait. J'ai une bêtise, on peut s'authentifier avec n'importe quel org en fait, c'est pas que pour le DevHub, pardon. Nous, dans le cadre par contre de l'intégration continue, on veut prendre le DevHub, hein, je précise. Mais cette commande, elle pourrait marcher avec d'autres orgs. Je confirme, ça marche avec les autres. Voilà, parfait. Alors, pour revenir donc aux différentes commandes. Donc là, on a créé ce fichier-là, et on va s'en servir pour s'authentifier donc avec notre DevHub, avec sfdx url store. Voilà. Ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça demande un fichier en fait. Hein. On fait un -f avec le fichier, c'est qu'on ne peut pas passer directement la valeur du secret dans la commande, on est obligé de passer par un fichier. C'est pour ça qu'on fait ça en 2 fois, on crée le fichier d'abord, et après on utilise ce fichier pour passer le store. On pourrait aussi utiliser, donc si on générait un certificat, on pourrait générer ce certificat plutôt que d'avoir un fichier texte, et utiliser ce certificat ensuite. Voilà. Ensuite, pour les autres commandes, donc du coup, on fait le linting aura comme je l'ai dit. Ensuite, on va créer la scratch org. Donc ça, c'est les commandes vraiment que vous connaissez, que vous avez probablement vu si vous avez fait du DX. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a un fichier de configuration qui décrit notre scratch org. On lui donne un alias. Scratch org, tout simplement. Ici, on n'a pas été très original. -s pour dire que c'est la scratch org par défaut sur laquelle toutes les prochaines commandes DX seront exécutées. Et le petit -d ici, c'est pour lui donner une durée de vie de 1 jour. Alors, c'est pas nécessaire de mettre ce flag à de -d1, on l'a mis ici, mais bon, vous pouvez vous en passer. Simplement parce qu'en fait, on va supprimer la scratch org quoi qu'il arrive à la fin. Donc ça, c'est même pas nécessaire de préciser la durée de vie. C'est vrai que moi, je le mets quand même aussi parce que c'est pour les cas où quand je suis en train de builder mon action, justement, mon workflow, bah, des fois, si j'ai mal configuré effectivement le fait de supprimer la scratch org ou quoi, les premiers tests de mon action, je peux m'être planté et du coup, j'ai scratch org qui fait. Ce serait le risque effectivement de les empiler les unes après les autres. Enfin, même si c'est une journée, en général, on déclenche pas mal d'actions, donc on va déclencher pas mal de builds, donc effectivement, ça pourrait vite arriver à saturation. Alors, une fois qu'on a la scratch org, les étapes typiques du développement DX, on pousse les sources qui sont dans notre projet GitHub vers le projet. Bon, ici, il y a une permission set qu'on va affecter qui s'appelle recipes. Voilà, affecte l'utilisateur par défaut. On a des jeux de données de test qui sont dans un fichier JSON qu'on va importer. Et ensuite, là c'est important, on fait tourner les tests Apex. Alors les différents flags qu'il y a ici. Le -c, c'est pour demander la couverture de code. Le -r, c'est pour un résultat format humain. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir s'intéresser au log en fait. On pourrait ne pas mettre ce flag résultat humain, on pourrait sortir du JSON par exemple, mais on met un -r human pour qu'on puisse, en fait, dans les logs de l'action, regarder ce qui s'est passé en fait, savoir le détail des tests qui ont échoué si jamais il y avait un échec. Et le -d ici, qui est aussi très important, c'est où est-ce qu'on va stocker le résultat des tests. Et ça va servir à CodeCov derrière. Et alors, le -w, c'est pour donner un timeout à nos tests. On attend jusqu'à 20 minutes que les tests se déroulent. Et si ça met plus de 20 minutes, on échoue. Ensuite, encore un coup de CodeCov. Alors, vous voyez qu'ici, CodeCov, on ne lui a même pas précisé dans quel dossier il va chercher. Lui, il va faire en fait l'inspection de tous les dossiers, il va trouver en fait les fichiers qui lui plaisent, et il va être capable d'aller fouiller et d'aller trouver ce qui lui plaît. Je ne sais plus quel est exactement le format qu'il attend, mais il va y chercher, et il va savoir qu'on a aussi notre couverture de test en Apex. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que comme on est sur un autre build aussi là, dans le contexte de ce job, on n'a pas la couverture de test de Lineable Components. Donc on a vraiment séparé les deux couvertures de test. Là,
je vous rappelle qu'on est sur un autre job, on est sur une nouvelle image. Donc en fait, on n'a plus les fichiers de couverture de test qui étaient tournés avant sur l'Animal Components. Donc on a vraiment pu séparer les deux couvertures de code. Et on va les uploader dans CodeCov, et c'est lui qui va agréger les résultats des différentes couvertures de test. Et on pourrait, ce qu'on n'a pas fait dans ce projet-là, mettre des flags pour bien séparer ce qui est la couverture de code Apex ou la couverture de code LWC. Voilà. Ensuite, les dernières choses qu'on fait, alors on supprime les fichiers de test, ça c'est pas forcément nécessaire, on peut ne pas le faire parce que finalement l'image elle va partir, mais ce qui est super important, c'est vraiment la dernière étape ici, c'est de supprimer la scratch org. Et le if always, c'est la clé ici, c'est que dans tous les cas, même si n'importe quelle étape a échoué avant, on fait cette commande-là qui supprime la scratch org avec un "-p" pour dire sans confirmation. S'il y a une confirmation, vous ne serez pas là pour taper yes, donc voilà, c'est important de mettre sans confirmation la scratch org identifiée avec l'alias -u scratch org. Voilà. Et voilà le flow d'exécution de l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait tourner tout ce flow-là, donc on a un badge qui est associé, qui va donner un état, donc ici passing. Si on clique sur ce badge-là, on va rentrer donc dans l'interface action qui est aussi disponible en haut dans l'onglet action, et vous allez voir tous les workflows qui tournent, et vous allez voir les dernières exécutions pour un workflow. Là j'ai cliqué sur celui-là, celui qu'on vient de regarder, SalesforceDX Scratch Org, et vous allez voir donc tous les commits qui ont déclenché, ou tous les push ici, qui ont déclenché les workflows. Vous voyez la durée des workflows, et si on clique sur un de ces workflows qui a été exécuté, on va voir le détail. Notamment, on va voir les étapes ici. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit justement quel job aurait échoué si jamais il y a un échec. Là, tout s'est bien passé, les deux ont fonctionné. Si je clique sur un de ces workflows, vous allez retrouver les steps avec leur label qu'on a défini dans le fichier de configuration. Et si on veut, on peut aller dans le détail, voir les résultats des commandes, en fait, qu'est-ce qui a été exécuté derrière les commandes. Alors celle-là, c'est un mauvais exemple, il n'y a pas grand-chose à voir. On va prendre les tests de l'ID Component. Là, il y aura plein d'informations. Donc là, on va voir tous les différents tests qui ont passé, les warnings s'il y en a eu, et à la fin, le fameux rapport de couverture de test, déjà sous forme visuelle pour l'être humain, et après, le fait que ça sera uploadé ensuite à CodeCov. Voilà. Donc là, c'est très intéressant le fait d'avoir séparé ces jobs, parce que du coup, on peut voir d'un premier coup d'œil, même par exemple dans une pull request, alors là, j'ai pas de pull request ouverte, je vais essayer de prendre un autre projet pour vous montrer. Quand vous avez les pull requests, en fait, les actions sont visibles en fait directement. Alors je vais prendre e-bikes, je sais que j'en ai quelques-unes sur e-bikes. Quand on va voir les pull requests, vous allez voir en fait que vous avez ce petit indicateur qui dit si le build passé ou pas en fait. Alors là c'est une sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment et qui passe justement pas à l'intégration continue. Et vous voyez justement les noms de d'abord du workflow et ensuite du job. Donc là ce job on voit qu'il y a eu deux checks pour mon fameux workflow SalesforceDX pre-release puisqu'on est sur une pre-release. Et on a eu le premier job qui a passé, par contre le second il a échoué. Il est en état failing, quand on clique sur Details on peut aller voir le problème qu'on a, et vous voyez ici qu'il y a eu une étape qui a échoué, j'ai pas pu pousser mes sources vers ma scratch org, il y a eu un échec. Alors si je descends, on va pouvoir voir le détail, j'ai eu une erreur critique sur le déploiement d'une communauté en Summer. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, avant qu'on finisse, je vais juste vous montrer rapidement la partie CodeCov. Alors, je vais changer de repository, je vais plus partir sur je vais passer sur un de mes repositories perso. Je vais vous montrer... Petite question, Philippe. Oui, bien sûr. Le fichier que tu viens de parcourir, est-ce qu'on peut le mettre dans un autre repo et y faire référence? Parce que GitHub le supporte. Alors, quel fichier? Le fichier du flux du flow de... Le workflow? Alors, ouais, non, le workflow, il s'exécute vraiment que au sein d'un repository. Donc, il doit être placé à l'intérieur du repository. Le seul truc que vous pouvez externaliser, c'est les actions, le code source des actions quand vous mettez des actions custom. Mais par contre, le fichier YAML, il doit être placé donc, dans ce fameux répertoire. Pardon. On peut pas le mettre dans un subcomponent. Non. Il faut forcément qu'il soit là-dedans, donc dans le .github/workflows. Voilà, c'est un fichier YAML qui doit forcément être là. Par contre, vous pouvez créer, en fait, avec GitHub, vous pouvez créer des templates de repository. Donc quand vous créez un nouveau repository, vous pouvez vous partir d'un template qui pourrait déjà contenir éventuellement ces fameux workflows. Ça c'est possible, mais ça marche qu'une seule fois au début, quoi. Sinon, on crée notre action. Alors, vous pouvez créer une autre action, mais après, il ne faudrait pas qu'elle soit trop complexe non plus. L'idée, c'est que les actions doivent être assez unitaires
Et il faut faire attention de ne pas faire des méga actions. Vous avez notamment des limites en termes de durée d'exécution pour les actions individuelles. Vous avez aussi des limites d'exécution au niveau des jobs et des workflows. Je sais plus. Bon, vous regarderez la documentation. Je vous donnerai à la fin la présentation les liens vers la documentation des actions. Mais il y a des limites à tous les niveaux, évidemment, hein, parce qu'il faut bien comprendre que c'est gratuit tout ça. Donc du coup, pour pas que ce soit abusé, voilà, comme sur Salesforce, des governor limits qui nous mettent un cadre. Donc pas de méga action qui pourrait prendre trop de temps ou consommer trop de ressources, c'est un risque. Il vaut mieux découper si on peut en plein d'actions plus petites et réutilisables. Mais ces actions, elles sont forcément genre sur l'espèce de store là, ou elles peuvent être... Non, pas du tout. Alors justement, ça tombe bien, je vais vous montrer une action custom. Alors avant que je passe sur le code COV, je vais vous montrer ça. Sur notre action, sur notre projet ici, sur toutes les Simple Apps, j'ai créé une action moi qui s'appelle Auto Assign Issues. Ça, c'est une action que j'ai créée moi avec du Node.js. Donc on va pouvoir aller voir le code, c'est assez simple. Ce que ça fait en fait, c'est que quand on crée une nouvelle issue, qu'on l'ouvre, je vais automatiquement affecter cette issue à une personne qu'on a désignée dans un secret comme la personne affectée par défaut. En fait, la façon dont on fonctionne nous avec nos Simple Apps, c'est qu'on a un évangéliste qui est affecté comme étant le maintainer de cette application. Donc par défaut, on lui affecte automatiquement toutes les issues. Après, il peut se désaffecter de l'issue et l'affecter à quelqu'un d'autre. Et avec cette action-là, en fait, ce que je fais, c'est que dès que l'issue a été créée, on va automatiquement l'affecter à la personne. Voilà. Et ça, je l'ai pas mis, enfin, je l'ai mis, si j'ai fini par la mettre sur le store, mais j'étais pas obligé. Et en fait, je vous montre le fameux repository, elle est là, dans un repository perso à moi, hein. Et tout ce qu'elle a en fait à avoir, c'est un fichier action.yaml qui décrit donc la syntaxe et une documentation. Et ça fait tourner quoi d'ailleurs? Ça fait juste tourner un seul fichier JavaScript, tout bête, qui utilise les API GitHub pour automatiquement affecter l'issues à l'utilisateur qui a créé... à une personne qui a été passée en paramètre. Voilà. Alors c'est pareil, c'est documenté, hein, c'est vraiment bien documenté, on peut faire des choses très poussées. Là c'est tout basique. J'ai juste fait lire une variable et m'en servir dans une autre API pour affecter l'issue. Et j'utilise un truc qui s'appelle OctoKit, c'est le kit d'API de GitHub. Donc les API sont déjà fournis par GitHub et il y a une intégration avec Node.js qui est possible. Voilà. Je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que bon là on sort un peu du scope et j'ai peur qu'on prenne trop de temps, mais si vous regardez donc fameuse auto assign issue, vous verrez un exemple assez simple donc, de comment on fait pour faire une petite action sur GitHub. Alors, je disais donc pour montrer maintenant CodeCov, je vais changer de repository, on va passer sur un autre de mes repositories qui est une de mes contributions de longue date. C'est un composant lookup en Lightning Component. Et celle-là est intéressante parce qu'en fait j'ai vraiment poussé la partie CodeCov à fond. Donc vraiment les tests sont bien écrits dans la partie Lightning Component et dans la partie Apex et justement je les ai bien séparés. Donc on va voir des choses intéressantes. Je vous montre rapidement le fichier de configuration. Là j'ai vraiment fait très très simple dans ce projet là. J'ai un fichier pour un workflow pour les pull requests et un workflow pour le master. Le code coverage je l'ai juste fait pour le master. Et ce que j'ai fait donc dans l'action pour uploader sur CodeCov, j'ai fait vraiment au minimum. Donc c'est 2 lignes que vous avez déjà vues tout à l'heure. Et j'ai mis un petit flag aussi pour identifier ici que c'est Lightning Component. Et un peu plus loin pour identifier que c'est Apex. Tout simplement. Ça c'est tout ce qu'il faut faire. Il y a juste besoin d'ajouter ces 2 lignes et vous avez déjà la possibilité d'utiliser CodeCov. Même sans compte, hein, je le précise, c'est pour ça que je trouve ça assez génial. Ensuite, vous ajoutez donc le fameux badge dans votre README, qui est là. Le badge, c'est quoi? C'est en fait un petit bout de markdown, hein, ça ressemble à ça. Ça, c'est le markdown du badge. Il contient en fait un fichier, un lien vers CodeCov, GitHub, POSIX, le nom de mon repo, branch master, et après un fichier SVG. Le SVG, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est généré dynamiquement, en fait, avec les informations que CodeCov a pu tirer des couvertures de test de mon projet. Et ça permet donc justement d'afficher un badge rouge ou vert selon ce qui s'est passé. Alors, on va aller cliquer sur ce badge. Et on va aller voir ce qui se passe. Quand je clique sur le badge, ça va m'amener justement dans l'environnement CodeCov. Alors moi, je me suis connecté, hein, j'ai un compte, hein, et je me suis... et j'ai mis déjà un certain nombre de builds dedans. Et donc on va voir le détail en fait, des différents builds qui sont passés, avec les différents commits, et le fait qu'ils aient passé ou non la CI. Parce qu'en fait, CodeCov peut aussi voir les résultats de CI en fait. Et on pourrait quand même avoir des rapports de couverture de test sur des CI en échec. C'est ça qui est intéressant.
Alors, bon, là, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de couverture de test. Ça fait un moment que le projet existe, hein, ça fait un moment que je les teste, mais vous voyez que j'ai un petit peu amélioré ma couverture de test. On peut voir l'évolution de la couverture de test dans le temps. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on fait un projet open source, qu'il y a des gens qui contribuent, bien souvent, les gens ne contribuent pas forcément autant de tests que ce qu'on aimerait. Et du coup, pour s'assurer que le projet a toujours une bonne couverture de test, il faut regarder ce chiffre de couverture de test dans le temps en fait, et s'assurer qu'on a toujours un minimum et qu'on va pas tendance à avoir une couverture de test qui diminue avec des contributions. Parce qu'à un moment, il faut mettre le haut là, et donc du coup, il faut demander aux gens de faire plus de tests. Là, il se trouve que là, j'ai réussi à maintenir une bonne couverture de test, et donc on peut le voir sur les 6 derniers mois, donc c'est quand même assez impressionnant comme durée. Ensuite, on a le coverage sunburst, ça c'est le détail de quel dossier, quel fichier ont des trous, on va dire, dans la couverture de test. Alors ça a l'air tout rouge ici, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en fait j'ai quand même 80 et quelques pourcents non, 72% de couverture de test. Et en fait ça nous dit juste sur quel endroit il faudrait se focaliser pour faire le test. Alors le rond du centre c'est notre projet, et plus on s'éloigne vers les côtés, plus c'est des fichiers en fait. Donc si je mets mon curseur sur la partie extérieure là, il y a très peu de fichiers en fait dans ce projet là, mais ils sont assez conséquents. Il y a le fichier lookup.js qui est le fameux cœur du drop-down, et c'est là où justement il faudrait que je fasse plus de tests. Alors, comme ça, on peut identifier rapidement les zones qui ne sont pas couvertes. Ensuite, quand on regarde les rapports, je vais regarder le dernier rapport, on peut voir en fait, alors celui-là il n'est pas bon, mais si je regarde les fichiers, alors lui il a peut-être pas tout. Je vais essayer de vous trouver, alors je ne sais plus où je l'avais mis, désolé, j'avais, ah voilà, là quand on regarde dans les fichiers, on peut voir justement le fameux détail des tests avec les technologies en fait. Alors je me rappelle plus comment on fait pour avoir la vue agrégée, désolé, je l'ai pas assez préparé cette partie là, mais vous avez notamment moyen de récupérer les fameux flags pour comparer la partie Apex et la partie Lightning Web Component. Là vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé donc les deux types de ressources. Ici vous avez un fichier Apex et un fichier Lightning Web Component, et du coup pour tous les deux on a une couverture de test. Et à la fin, on a réussi à agréger une couverture totale. Donc on avait 100% de l'Apex qui était couvert et que 68% du Lightning Web Component, ce qui nous fait 72% et quelques. Et c'est ce que le badge à la fin va me sortir. Après, bon, il y a plus d'options, hein. On peut creuser un peu, il y a plus d'options là-dedans. Là, je me sers juste de quelques fonctionnalités gratuites. Pardon. C'est vrai qu'il m'a perdu le zoom. Faut pas hésiter à me le dire, hein. J'avais complètement oublié qu'il avait perdu le zoom. Voilà. Donc première ligne, c'est le fichier Apex, et le second, c'est le fichier Lightning Component. Ce projet est simple dans le sens qu'il y a très peu de fichiers différents. Par contre, c'est des fichiers qui sont assez remplis et assez complexes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, ici, on a pu agréger, on a un métrique général pour les deux technologies, mais on peut aussi regarder dans le détail la couverture par technologie. Voilà. Donc il y a ça qu'on peut faire, et puis une autre chose qui est très pratique avec CodeCov, c'est que quand on s'authentifie avec CodeCov et quand on a un compte, on peut aussi mettre en place un bot qui fonctionne très probablement aussi avec des GitHub Actions. Et ce bot, en fait, il va pouvoir réagir automatiquement sur des pull requests et nous sortir, en fait, dès qu'il y a une pull request, un rapport automatique de ce que la pull request apporte ou fait perdre. Et là, notamment, vous voyez que cette pull request qui a été fournie par une personne, elle me faisait baisser en couverture de test. Voilà. Donc je pouvais demander à cette personne éventuellement de faire plus de tests pour arriver à compenser. Alors le rapport ici est un petit peu basique, hein, vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fichiers qui sont modifiés, mais sur des projets plus complexes, ça permettrait d'identifier très facilement où sont les pertes de couverture de test. Ici vous voyez que notamment c'est le fichier lookup.js qui perd 4% de couverture de test. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont très, très faciles à mettre en place, et ça a de la valeur du coup, surtout quand on a en plus des contributions open source de gens qu'on ne connaît pas forcément a priori, qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont modifié. Au premier coup d'œil, on peut voir que ils ont oublié de mettre des tests ou ils n'ont pas couvert quelque chose, alors qu'on n'a pas encore lu le code, en fait. Ça a vraiment de la valeur. Et même quand on travaille en équipe, ça permet déjà au premier coup d'œil de voir si une contribution peut être acceptée ou pas. On peut imaginer des actions GitHub qui enchaînent à partir de ce rapport-là et qui commenceraient à rejeter et mettre des messages automatiques en disant « Vous n'avez pas écrit de test, je ne prendrai pas cette pull request ». Voilà. Ça permet de faire gagner du temps. On peut demander, on peut mettre des règles, en fait, par exemple, pour dire la couverture de test doit être au minimum tant de pourcents pour pouvoir accepter votre pull request. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie pratique ou est-ce que je reviens sur les slides et je conclue ?
Du coup, là, le fait qu'il y ait du code coverage qui baisse, Ouais. il compare par rapport à quoi? À la dernière. Ouais, par rapport au dernier run. Et justement, c'est ce qu'on voyait. Alors, ce qui est vraiment, pour moi, la valeur, c'est le fameux graphe qui est là, en fait. Il stocke l'historique, en fait. Et c'est ça qu'il faut surveiller, en fait, dans un projet, c'est quelle est la tendance de notre couverture de test. C'est pas juste de voir un instant T, c'est aussi de voir quelle est la tendance. Est-ce que ça baisse, est-ce que ça monte? Ça devrait pas trop baisser dans l'idéal, quoi. Si ça baisse, c'est pas bon signe, quoi. C'est qu'on n'écrit pas assez de tests. Et ça, c'est quoi? C'est par branche? Alors là, dans ce cas-ci, je l'ai fait tourner que sur master. Donc c'est uniquement sur master. On peut effectivement après aller dans les branches. Euh, il y a différents rapports. Là, je n'ai pas tout essayé, mais voilà, on pourrait tirer sur master seulement. L'overview, ouais, l'overview c'est master d'ailleurs par défaut. Mais on Donc, pourrait genre, avoir. quand quelqu'un nous fait une pull request, il va comparer avec le dernier run qui a été fait sur la branche laquelle il veut merger, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc là après, bon, je n'ai pas forcément couvert toutes les fonctionnalités de CodeCov. Tout ça, tout ce que je vous montre, c'est un compte gratuit, hein. Donc après, ils ont des souscriptions, j'imagine qu'il y a des options en plus. C'est gratuit parce que c'est open source, Ouais. ton projet. Alors ouais, et on peut les faire tourner avec des tokens aussi, mais il y a des limites par rapport au nombre de runs qu'on peut faire sur des projets privés. Ok. Voilà. Hop, allez, je vais finir avec les slides, comme ça ceux qui veulent partir pourront partir, et puis on pourra éventuellement continuer avec quelques questions si jamais il y en a d'autres. Alors, hop, j'accélère, ça je vous ai montré. Donc tout ce qu'on a vu, donc les fameux fichiers YAML que je vous ai montré, bah, c'était ces fameuses étapes, hein, un peu plus détaillées. Voilà. Du coup, je vous ai fait la démo. Ah, c'est rigolo, tiens, il m'a sorti juste quelques éléments du fond, tiens. Non. Bref. Donc, il est temps de conclure. Donc, on a couvert en particulier GitHub Action. Donc, vous avez vu qu'on peut automatiser énormément de choses avec. Ce que j'adore sur cette technologie, c'est que c'est code-driven, ou plutôt driven avec des fichiers texte. C'est-à-dire que moi, la prochaine fois que j'ai un projet avec Salesforce DX à créer, et que je veux mettre en place une intégration continue, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller voir mon projet de lookup, copier mon point GitHub, et avec tout le contenu, avec le slash workflow et tous les fichiers YAML, de le poser dans mon nouveau repository. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est simplement peut-être de renommer quelques variables et de mettre en place mes secrets pour connecter avec mon dev hub. Et c'est parti, la CI, elle tourne, elle est configurée. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on gagne un temps fou à la configuration. C'est aussi génial parce que justement on peut créer aussi nos actions custom, et vous l'avez vu, ça on l'a fait nous pour gérer nos sample apps, on a créé des actions custom avec l'exemple là de justement d'auto-assign pour les issues. C'était très facile à mettre en place, donc c'est vraiment pas mal, et surtout il y a une bibliothèque, une marketplace qui est vraiment énorme avec toutes sortes de choses géniales qui ont été faites. Et après, je vous ai montré aussi CodeCov, donc du coup, je vous ai montré à quel point c'est facile de mettre en place avec GitHub Actions. Si vous étiez avec un autre environnement de CI, bah, ça serait peut-être un petit peu plus de travail. Là, vous avez juste 2 lignes à copier, même pas besoin de créer un compte, et vous avez déjà un badge de couverture de test qui est en place. Et vous avez donc vu aussi les différents rapports et le bot qui permet aussi d'avoir des informations sur les pull requests. Voilà, donc c'est vraiment des technos que je trouve vraiment sympa, même si c'est pas à l'origine de Salesforce, mais ça permet justement de vraiment nous simplifier la vie et de nous éviter des tonnes de tâches répétitives. Donc moi je vous conseille vivement d'essayer si vous pouvez, et de faire le test, et même éventuellement de créer vos actions custom, parce que c'est vraiment sympa à mettre en place. Voilà, je vais vous laisser avec quelques ressources avant de finir sur la dernière slide. Le lien vers la documentation de GitHub Actions, bon, c'est facile à trouver, hein, ça, vous n'aurez aucune peine à la retrouver. Vous aurez aussi quelque chose d'intéressant si vous voulez savoir un peu plus comment on fait pour intégrer un projet DX avec GitHub Actions. J'ai un collègue, René Winkelmeyer, qui avait écrit un post de blog à ce sujet sur le blog Salesforce. Vous cherchez simplement GitHub Actions et vous le trouverez. Alors il n'est pas allé énormément dans le détail par rapport à ce qu'on vient de voir dans cette session, donc vous allez peut-être être un peu déçu, mais au moins vous aurez des références textuelles à récupérer. Et le mieux, si jamais vous voulez vous lancer, c'est de regarder donc les fameux fichiers de configuration des sample apps qu'on vient de voir, donc Lightning Web Components Recipes ou les autres. Vous trouverez donc les fameux fichiers YAML que j'ai commentés durant cette session-là, et vous aurez de quoi commencer pour apprendre à mettre en place ces fameuses chaînes d'intégration continue. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie, et puis je vais continuer de prendre des questions s'il y en a. Donc allez-y, si vous avez des questions, soit vous les postez dans le chat à droite, je les lirai, soit
Ouais, là je peux pas trop regarder le chat, donc Le muter, sauf si on voit qu'il y en a 15 qui se démutent en même temps. Mais... ouais, je peux pas regarder les questions, là, donc il faudra que tu me les lises. Et plus, ça sera mieux pour Ouais, pour l'enregistrement. l'instant, il n'y en a pas. Il y a plutôt, ah, tu vois pas, il y a merci beaucoup pour toutes ces explications. Excellente présentation, merci, super, merci, merci. Il y a plutôt des remerciements que des questions, mais Très si bien. vous avez des questions, allez-y ou parlez si vous en avez. Attendez, je vais regarder. Bon, bah, merci tout le monde en tout cas. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Alors, ça fait beaucoup de choses à apprendre, hein. Ça, je comprends que c'est pas un sujet trivial, et puis surtout, c'est pas un sujet commun, on va dire, dans l'écosystème Salesforce, mais Il y avait juste une question, là, c'est quoi quelle difficulté as-tu rencontré avec les GitHub Actions? euh, bah, rien de vraiment bloquant en fait, hein. Simplement c'est juste de trouver le flow le plus optimisé. La vérité c'est que j'ai pas tellement rencontré de limitations pour mettre en place l'intégration continue, c'était assez facile en fait. Les problèmes que j'ai eu c'était plutôt pour la partie packaging, parce qu'on a aussi mis en place du packaging automatisé. Et là, vous l'avez vu, d'ailleurs, il était en échec sur l'Animal Components Recipes. On n'a pas encore trouvé le workflow parfait. Mais ça tient pas forcément que de GitHub Action. C'est plutôt à nous de trouver le bon enchaînement d'étapes, en fait. C'est un peu plus compliqué quand on doit gérer les packages. Notamment, on avait des petits problèmes sur comment mettre à jour les liens d'installation de packages. Typiquement, quand on génère un nouveau package, ça crée un nouvel ID de package à installer. Et du coup, on voulait les mettre à jour dans les README. Notamment, on avait dû faire en fait des actions qui modifiaient eux-mêmes le README du projet, par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Mais l'intégration continue, en soi, c'était pas très compliqué parce qu'en fait, moi, je l'avais déjà mis en place sur d'autres outils, notamment Travis et CircleCI. Donc, je connaissais bien l'ordre des étapes. Les actions étaient bien unitaires. On peut faire tourner en fait des commandes en shell. Donc, à partir de là, franchement, c'était pas très compliqué. D'ailleurs, le fait d'avoir accès au shell, c'est génial, hein. Je précise, ça permet justement d'éviter de rentrer dans du code custom en utilisant juste du shell Linux de base. Ça permet de gagner énormément de temps. Alors, comment débugger? Ouais, finalement, j'ai fini par le mettre l'écran de chat. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'il existe un meetup sur Salesforce DX en général? Il existe des ressources, mais un meetup en soi pour ça, je crois pas. Après, on pourra faire un meetup sur 70. Il y en a déjà eu, hein, mais ouais. Ouais, c'est plutôt quick start ou. Je peux te muter si tu veux. Ouais. En fait, il y a pas mal de ressources différentes qui existent. Des meetups sur DX, il y en a de temps en temps, mais c'est pas forcément régulier. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir les fameux quick start sur Trailhead. Et puis, il y a aussi il y a eu des vidéos qui ont été enregistrées, donc je suis sûr qu'on peut retrouver un enregistrement d'un meetup précédent. La réponse est non, mais on peut refaire une présentation la prochaine fois si oui. S'il y a de la demande. Donc l'autre question, c'était comment débugger les actions en erreur au moment de la mise en place. Bah, du coup, c'est la partie que je vous avais montrée. C'est-à-dire que dans l'interface de GitHub, vous avez ce fameux panneau de contrôle là, dans l'onglet Action en fait. Alors là, je suis sur une pull request, mais il y a la même chose du côté Action. Et on voit l'exécution, et en fait, on voit les étapes, et on voit celles qui ont été en erreur. Notamment celle-là, donc le push to scratch qui avait échoué. Alors là, celle-là, c'est un exemple un peu particulier, mais c'est une erreur fatale, elle me donne même pas de détails, mais normalement, il y a les logs. Et notamment, vous pouvez aussi rejouer les actions en erreur, et vous pouvez, récupérer les logs. Vous pouvez télécharger des logs pour récupérer le détail de toutes les actions qui ont été tournées. Alors, ces logs, ils ne seront pas forcément complets, parce que notamment, il y aura certaines choses qui vont être cachées, notamment l'utilisation des secrets. Je vais le préciser. Pour pas faire sortir des informations sensibles. Après, j'imagine qu'ils ont aussi une espèce de petite commande ou de linter, je sais pas, là, pour le YAML de GitHub Action. Je sais que moi, c'est ce que je l'ai pas fait pour GitHub Action, mais tous les trucs genre CircleCI et tout ça. Ouais. Et toujours le moment où je me fais avoir parce que j'ai mis un espace en trop, un tab, et alors, ça, c'est pas forcément eux qui le font, parce qu'en fait, moi, je les ai pas directement édités. On peut les éditer là-dedans, hein. Si on veut, on peut éditer le fichier du workflow dans l'interface GitHub. Moi, je l'ai fait dans Visual Studio Code, et l'avantage, c'est qu'en fait, j'utilisais déjà Prettier, et Prettier va justement faire le formatage pour nous.
Donc en lançant un Prettier, nous on fait tourner aussi Prettier sur nos fichiers YAML, et donc du coup on n'a pas ce problème-là de l'indentation. Alors à titre personnel, j'aime pas du tout ce format YAML, parce que justement il est très sensible aux erreurs d'indentation, et il se met facilement en erreur. Je préfère un fichier JSON, mais bon, il est flexible, il permet de faire ce qu'on veut. Par contre, ce que je vous conseille vivement, c'est effectivement de faire tourner Prettier sur ces fichiers aussi, pour s'assurer que vous ne laissiez pas justement un espace en trop ou en moins. Alors, il y avait une autre question par rapport au test des actions. Alors, tester les actions à la main, non, c'est pas possible. On est obligé effectivement de tester tout le workflow. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des actions custom, là vous pourriez faire des tests en les exécutant en standalone. C'est-à-dire, si je prenais l'exemple de mon action auto-assign, je l'ai fait tourner dans un container Node.js d'abord tout seul, avant de la mettre en place dans un workflow. Par contre, c'était une action custom, c'était pas une action standard. Donc, mais ouais. Donc on peut pas avoir de CI sur notre CI. Non, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, bon, dans l'ensemble, c'est ce qui plutôt, enfin, si je voulais rentrer dans les points qui ont peut-être posé un peu plus de problème, c'était les parties où il fallait faire des scripts shell. C'était peut-être sur ça où j'ai un peu plus de mal. Alors, dans celle-ci, il n'y en a pas trop, mais si on prend un exemple, il y a eu des moments où j'ai dû écrire des scripts shell un peu plus complexes, notamment pour faire tout ce qui est des gestions de packaging. Alors, si je prends un projet qui est Automation Component, par exemple, c'est une autre simple app. Là-dessus, sur le packaging, il y a eu pas mal de commandes shell. Alors, j'ai un certain nombre de workflows en celle-là. Et dans ce projet-là, j'ai dû écrire des scripts shell un peu plus complexes. Alors ça à tester, bon, j'ai un Mac, donc j'ai de la chance, je peux les tester sur mon Mac, mais à débugger, c'est vrai que c'était un peu plus pénible. Après, bon, c'est moi qui ai voulu les écrire en script shell pour pas avoir de code à maintenir. C'est-à-dire que le code, il est là, hein, c'est pas dans une action externe, on rend juste une commande shell. Voilà. C'est des choses que vous pouvez faire tourner sur votre machine aussi, quoi. Ça, c'était pour extraire, en fait, la version qui est sortie quand on crée un package. Donc on récupère le JSON, on parse le JSON et on sort le package version ID, le subscriber package version ID, l'identifiant en 04 pour la récupérer et pour s'en servir ensuite après dans les commandes suivantes. Voilà. Et ça, on peut très bien écrire une commande en Node.js à la place de tout ça. C'est juste que j'ai voulu le faire en shell, mais voilà. Merci pour les commentaires. Alors donc on a parlé de la partie CI, les conseils sur le continuous delivery avec les GitHub Actions. Alors en fait, pour aller un peu plus loin, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est que là, donc dans cet exemple-là, j'ai créé un package, mais on pourrait très bien imaginer que les étapes d'après, il peut y avoir un autre job qui déploie le package. Moi, je suis pas forcément un grand fan du continuous delivery, parce que j'aime quand même bien quand il y a un humain dans la boucle à un moment, ne serait-ce que pour faire des tests fonctionnels. Mais ce que vous pouvez très bien faire, dans un premier temps, c'est justement de ne pas être à 100% sur continuous delivery, c'est faire du continuous deployment, c'est-à-dire que vous pourrez en fait, dans le cadre d'une pull request, après avoir buildé et fait vos tests, vous pouvez créer une sandbox qui serait peuplée avec vos changements. Et ça pourrait être fait automatiquement grâce à des actions de la CLI en fait. Il y a des commandes de la CLI qui permettent de cloner une sandbox et vous pouvez très bien après déployer votre projet sur une sandbox et ensuite envoyer des emails automatiquement à des gens qui seraient des testeurs. Ces testeurs, ils pourraient par exemple avoir un commentaire à mettre dans la pull request pour valider que le comportement est bien attendu, et en fonction des commentaires, on peut imaginer un autre workflow qui se met en place et qui fait le déploiement en prod. C'est le genre de choses qu'on peut mettre en place avec GitHub Actions, sans forcément que ce soit trop compliqué. Et là, on arriverait vraiment du déploiement continu. Alors, je vois que j'ai d'autres questions. Toujours moi-même, mais moi ça me dérange pas, hein. Si d'autres veulent poser des questions, n'hésitez pas, mais je vais continuer de répondre du coup. Alors on me demande est-ce que je peux détailler le fonctionnement de Jest. Alors oui, bien sûr, il faut pas hésiter à profiter, à poser des questions. Alors c'est vrai qu'on sort un peu du cadre du sujet là, mais Jest en fait, ce que ça va faire, ça va tester deux choses. J'avais d'ailleurs fait une session sur Trailhead Live, donc si vous voulez plus de détails sur Jest, vous allez sur... Alors, je vais mettre l'URL dans le chat, donnez-moi 2 secondes. C'est sur Trailhead, il y a ce qu'on appelle Trailhead Live, c'est des sessions un peu similaires à des webinaires.
Et j'ai fait présenter une session justement sur la partie couverture de test et sur la partie testing avec Jest. Alors, il y en a pour une demi-heure 40 minutes de contenu là-dessus. Et ce sera plus complet que la réponse que je peux apporter là maintenant, mais ça vaut le coup de regarder. Je vais vous donner le lien pendant que je parle. C'était testing. Alors ça c'est le dernier que j'ai fait. Alors je vais vous mettre le lien. J'avais mis le lien dans les slides, mais il y a eu un petit problème d'affichage. Donc une autre session sur la partie code coverage qui vaut le coup d'être regardée. Je parle de code coverage pour Apex et Lightning Components, les différents outils. Ça c'est une première. Et effectivement, je vois, ouais, là c'est le lien vers l'autre session, super, merci. Il est là pour testing Lightning Components, parfait, ouais, voilà. C'est les deux sessions que je vous encourage à regarder qui sont finalement connexes à ce sujet-là. Pour répondre rapidement à la question sur qu'est-ce que Jest permet de faire. Alors Jest ça fait deux choses, principalement ça va tester effectivement la logique JavaScript, un peu comme on pourrait faire en Apex, mais il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que Jest il embarque quelque chose qui s'appelle JSDOM, qui permet en fait de virtualiser une page web. Donc il va créer en fait une copie de la page web en mémoire, sans l'afficher, et il va en fait nous permettre d'observer les interactions entre les éléments du DOM. Donc une page web c'est quoi? C'est en fait un arbre DOM, hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs quand vous ouvrez vos developer tool. Vous avez dans la partie Element, vous avez le fameux arbre DOM qui s'affiche et vous pouvez voir justement les différents composants. Bon, voilà, c'est un exemple, il est un peu énorme celui-là, mais vous avez justement l'arborescence des composants. Et avec Jest, en fait, quand vous allez pouvoir justement regarder comment cet arbre se remplit en fonction de l'interaction avec votre composant. Et du coup, vous allez pouvoir vérifier par exemple que si vous avez entré Toto dans un champ texte, en fouillant le DOM, vous allez vérifier que Toto apparaît bien un peu plus loin dans votre interface graphique, en allant chercher à inspecter votre DOM. Voilà. Donc ça permet en fait de faire des tests d'interface graphique. Par contre, ça fait des tests d'interface graphique sans afficher réellement l'interface sur un écran. Ça ne couvrira pas des choses qu'un autre outil qui s'appelle Selenium permet de faire, qui vont vraiment inspecter les pixels et vraiment rechercher des patterns visuels dans votre code. Voilà. Ça c'est un autre outil. Le test d'interface, c'est un autre sujet que j'ai pas couvert. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des sujets qui ont été présentés sur Selenium, hein, d'ailleurs dans Trail Live, hein, c'est bien possible si vous cherchez là-dedans, il doit y avoir des sujets. Mais Selenium, ça pourrait très bien se plugger à toute cette chaîne d'intégration continue, hein, et des projets qui le font. Et il y a quelques articles de blog aussi, j'ai Oui, vu sur tout à sur fait. le blog ce soir. Ouais, merci d'avoir ajouté ça. Ça n'a pas forcément été fait avec GitHub Action, mais bon, je pense que ça doit pouvoir se faire. Ok, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Ouais. Dernière chance. Et oui, non. Bon, ben voilà, on va conclure là alors. Merci encore à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je pense que vous avez pu apprendre encore des choses supplémentaires qui n'étaient pas prévues, donc c'est tant mieux. Je fournirai l'enregistrement. Alors, je pense que je vais le mettre sur mon YouTube. Et je te confierai le lien, Fabien, pour qu'on le broadcast. Je ferai un petit nettoyage et j'enverrai tout ça pour le replay. Ok, parfait. Ouais. Super. Je pense que j'enverrai un mail avec Ouais. le Trailblazer Community Group, là. Comme ça, tout le monde aura. Je mettrai les liens. Je sais pas si tu mets les slides aussi. Puis, Ah oui, je vidéo. te passerai ça aussi. Fabien, Ouais. ouais. sur la page de l'événement, tu peux mettre les slides et le lien vers la vidéo. C'est vrai que j'ai jamais pensé à mettre à jour l'événement a posteriori. Eh bah super. Je vais passer sur- Merci Thierry. Ouais, c'est une bonne idée. Nickel, on va faire ça. Si tu as besoin, tu me rappelles. Ah ouais. Ça devrait aller, je pense qu'il va y arriver. Mais en tout cas, merci pour l'idée, c'est super. Ouais. Ok. Eh ben merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Philippe pour la présentation. Franchement, c'était super. Ouais. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée. Et puis, merci encore. J'espère Merci. tous vous voir en vrai à l'occasion. Ça marche. Merci. Au revoir. Salut tout le monde. Merci à tous. Bye.